Alors, bonjour à tous. Vraiment désolé pour ce retard. Il y a des problèmes techniques sur Webikeo. On va donc démarrer très rapidement ce webinaire pour essayer de rattraper le retard. Je vous propose de commencer sans tarder, le temps que j'accède au support. Donc, ce webinaire va être consacré à la loi partage de la valeur. On va essayer de, effectivement, vous donner un résumé efficace des règles applicables. Je commence déjà par me présenter. Je suis David Verhagen. Je suis chef de produit pour le logiciel 123 Pay dans l'entreprise Keio. Le rôle d'un chef de produit, c'est de piloter les évolutions du logiciel pour vous fournir le produit le plus performant possible. J'appartiens là, comme je le disais, à la société Keio. Keio, c'est un éditeur de référence sur le marché de la gestion des RH, de la paye et de la sécurité. On offre une solution 360 degrés pour vous permettre de gérer vraiment vos salariés de A à Z. Alors, dans le détail, nous avons sur le principe le logiciel Keio qui offre un corps RH, c'est-à-dire une fiche salarié centralisée, à partir de laquelle, vous avez la possibilité d'adjoindre des modules pour gérer tous les aspects de la gestion de vos collaborateurs. Là, ça démarre bien sûr à partir du recrutement. On a ensuite la centralisation des données administratives par ce fameux corps RH qui permet de centraliser les données salariées. On propose bien sûr aussi de l'organisation du travail avec nos solutions de gestion des temps et de planification. Il y a bien sûr aussi les possibilités des modules de gestion des ressources humaines, avec notamment de l'entretien professionnel, de la gestion de la formation, par exemple. Keio vous permet aussi de préparer votre paye et de gérer les notes de frais, préparer la paye notamment en envoyant les données variables. Et bien sûr, nous, en tant que logiciel 123 Pay, nous sommes très étroitement liés à Keio pour recevoir ces informations qui nous sont transmises et qui vous font gagner donc un temps précieux par ce moyen. Enfin, en dernier lieu, on sécurise aussi l'environnement de vos collaborateurs puisqu'on a aussi une offre de contrôle d'accès. Voilà pour la présentation de notre société. Venons-en donc au sujet du jour. On va donc, comme je vous le disais, parler de la loi partage de la valeur. La loi partage de la valeur, qui présente, on va rappeler un petit peu le contexte d'intervention de cette loi. Alors, au tout départ, en février 2023, on a eu un accord national interprofessionnel qui est intervenu, donc un accord entre les partenaires sociaux. Mais pour que cet accord prenne ensuite effet, il a fallu donc une loi, qui est la loi la partage de la valeur, qui est intervenue en novembre 2023. Cette loi, sur bien des aspects, n'était pas opérationnelle immédiatement parce qu'il était nécessaire que des décrets d'application interviennent à la suite de cette loi. C'est pour ça que le process a continué jusqu'en 2024. Alors, c'est traduit par la publication de 2 décrets d'application de la loi fin juin et début juillet 2024. Et ensuite, il y a eu, en complément de ces 2 décrets d'application, des questions-réponses du ministère du Travail sur différents aspects de cette loi. Donc voilà pour le contexte qui nous permet aujourd'hui, maintenant que tous les textes ou toutes les précisions, beaucoup de précisions ont été apportées par le ministère du Travail, eh bien on peut dresser un portrait global de cette loi. Et c'est donc pour ça qu'il nous apparaissait opportun, maintenant que tous les textes sont publiés, de vous faire un résumé de l'ensemble des dispositions de cette loi où il y a beaucoup de mesures. Donc voilà, il était nécessaire de vous présenter ça de manière efficace. Alors, comment ça va s'articuler? Cette loi partage de la valeur, elle se décompose en 3 grands volets. Un premier qui concerne la prime de partage de la valeur. Bon, la prime de partage de la valeur, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis plusieurs années, mais qui a fait l'objet, dans le cadre de cette loi, d'aménagement pour encore inciter les entreprises à la développer un peu plus dans les entreprises.
Ensuite, le deuxième volet de cette loi, c'est beaucoup de mesures en faveur de l'intéressement, de la participation, de l'épargne salariale pour développer ces dispositifs à destination des salariés. Et puis, le côté innovant de la loi qui a introduit maintenant des nouveaux dispositifs de partage des bénéfices dont on parlera en clôture de ce webinaire. On va donc commencer, comme je l'ai annoncé, par la prime de partage de la valeur, dispositif, comme je disais, déjà existant, mais qui connaît des aménagements. Alors, on va d'abord tout parler du régime renforcé d'exonération de cette loi. Bon, un rappel de la réglementation que vous connaissez. Pendant quelle durée est applicable ce régime renforcé d'exonération? Eh bien, il est applicable pour une période de 3 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Quelles sont les mesures d'exonération liées à ce régime renforcé? Alors, il y a tout d'abord l'exonération de droit commun. Donc ça, c'est pas le régime renforcé d'exonération, c'est l'exonération qui existe pour tout les primes de partage de la valeur qui ne bénéficient pas de ce régime renforcé. Il y a déjà des exonérations qui sont applicables. Effectivement, on a tout d'abord tout ce qui est cotisation salariale d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié ou de l'employeur, et puis des éléments fiscaux tels que la taxe sur l'effort de construction ou la contribution pour la formation professionnelle ou à l'alternance. En fait. Cette exonération, elle joue pour le régime de droit commun dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile. Là où le régime renforcé d'exonération intervient, il va porter sur plusieurs cotisations complémentaires. Il y a tout d'abord la CSG-RDS, donc une cotisation contribution salariale dont bénéficieront les salariés qui seront donc exonérés de cette contribution. Les salariés qui bénéficieront de la prime de partage de la valeur seront aussi exonérés d'impôt sur le revenu. Les entreprises, elles, bénéficieront d'une exonération de la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires, c'est une taxe qui ne s'applique pas systématiquement à toutes les entreprises. Ça concerne les entreprises non assujetties ou partiellement assujetties à la TVA. Donc pour elles, il y a exonération dans le cadre de ce régime renforcé. Et enfin, on a aussi le forfait social pour les entreprises de plus de 250 salariés, au titre duquel, dans le cadre de ce régime renforcé d'exonération, il n'y aura pas donc de forfait social applicable. La limite d'exonération, elle est aussi dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile. Elle peut être portée à 6 000 € pour certaines entreprises, en particulier pour celles qui ont mis des systèmes d'intéressement ou de participation sans y être tenues. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, retenez que effectivement pour certaines entreprises, il y a des possibilités d'avoir une limite d'exonération plus élevée. Toujours dans le cadre du rappel des grandes caractéristiques de ce régime renforcé, quels sont les salariés concernés par cette mesure? Mais ça va concerner en fait tous les salariés ayant une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels au cours des 12 mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur. Et enfin, quelles sont les entreprises concernées qui vont bénéficier de ce régime renforcé d'exonération? Ce sont les entreprises de moins de 50 salariés. Donc voilà pour le rappel général des caractéristiques de ce régime renforcé. Et la nouveauté de cet été, puisqu'en fait le décret du 5 juillet 2024 est venu apporter des précisions sur le champ d'application de ce régime renforcé, et notamment en particulier sur la question du seuil de 50 salariés. Comment fait-on pour l'apprécier? Donc les précisions apportées par le décret, c'est qu'il faut se référer aux règles de calcul de l'effectif sécurité sociale. Donc vous savez, il y a 2 modes de décompte des effectifs applicables en droit social, soit l'effectif sécurité sociale, soit l'effectif droit du travail. Donc là, le décret est clair sur le sujet, c'est bien les règles d'effectif sécurité sociale qui sont applicables. Par contre, vous le savez sans doute, lorsqu'une entreprise, depuis la loi Pacte, lorsqu'une entreprise franchit un seuil d'effectif à la hausse pendant 5 années consécutives, elle se trouve, il y a d'abord lors du franchissement du seuil d'effectif une période de moratoire de 5 ans qui fait que les nouvelles obligations ne sont pas applicables tant que l'entreprise n'a pas atteint ce seuil pendant 5 ans consécutifs.
c'est une règle normalement à portée générale, sauf très rares exceptions. Eh bien, voilà, la loi partage de la valeur a ajouté une nouvelle exception à cette règle de moratoire de 5 ans en cas de franchissement du seuil d'effectif. Là, dans ce domaine-là, quand une entreprise donc aura franchi le seuil de 50 salariés selon les règles de l'effectif calcul sécurité sociale, eh bien, elles ne pourront plus l'année suivante, dès l'année suivante, accéder à ce régime renforcé d'exonération. Vous avez bien l'image? Très bien. Alors, on poursuit le sujet suivant. Alors, je regarde s'il y a une question. Alors, on me demande si la PPV peut à présent être versée sur le PE ouvert par la société. Ce versement est-il considéré comme un abondement volontaire de droit à l'abondement d'entreprise? Alors, c'est le sujet suivant qu'on va aborder. Donc, très bonne question et idéale pour la transition. Effectivement, la nouvelle loi prévoit la possibilité d'affecter sur un PE ou sur un plan d'épargne retraite cette prime de partage de la valeur. Alors, quels sont les types de plans d'épargne salariale ouverts à ce placement? Alors, il peut s'agir de plans d'épargne salariale classiques, PE ou PEI, plan d'épargne interentreprise, ou bien même des plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs. Donc, il y a un vaste éventail de plans d'épargne pouvant être ouverts au placement du partage de la valeur. Alors, quel est l'intérêt pour le salarié de placer sa prime sur un plan d'épargne salariale? Deux intérêts majeurs. Tout d'abord, une exonération d'impôt sur le revenu pour les sommes bloquées. Alors, ça va surtout être intéressant, effectivement, pour les entreprises qui ne bénéficient pas, les salariés des entreprises qui ne bénéficient pas du régime renforcé d'exonération. Dans ce cas-là, là, il va y avoir un intérêt manifeste à le placer sur le plan d'épargne salariale pour bénéficier de cette exonération d'impôt sur le revenu. Deuxième avantage, si le règlement du PE le prévoit, il y a possibilité éventuellement que l'employeur fasse un versement complémentaire, donc un abondement, ce qu'on appelle un abondement. Et donc, effectivement, c'est possible, à condition, bien sûr, que le règlement du PE ou du plan d'épargne retraite le prévoit. Autre point, à partir de quelle date l'affectation sur un plan d'épargne salariale est-elle possible? Eh bien, c'est possible depuis le 30 juin 2024, puisqu'il fallait attendre en fait la publication d'un décret qui a été donc publié le 30 juin et qui définit les modalités de placement de la prime de partage de la valeur sur un plan d'épargne. Le délai imparti pour demander le placement de la PPV pour un salarié, il est de 15 jours à compter de la réception du document qui l'informe du montant qui lui a été attribué. Et enfin, est-ce qu'il y a des obligations pour l'employeur s'il dispose d'un plan d'épargne salariale éligible au placement de la PPV? Oui, il y a une obligation, c'est l'obligation pour l'employeur de remettre au salarié, pour chaque somme versée, d'une fiche distincte du bulletin de paye mentionnant différentes informations. Je n'entre pas dans le détail, vous avez le décret qui précise le détail de ces informations. Grosso modo, c'est comment est calculée la prime et quelles sont les modalités d'affectation de cette prime sur un plan d'épargne salariale. Voilà pour ce qui est de la prime de partage de la valeur, avec donc deux innovations intéressantes et des précisions apportées par le ministère du Travail. On va attaquer le deuxième volet de cette loi partage de la valeur qui concerne tout ce qui est mesures en faveur de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale. En matière de participation et d'intéressement, tout d'abord une première nouveauté, c'est la possibilité de verser des avances sur la participation et l'intéressement. C'est désormais possible depuis la publication d'un décret qui est intervenu début juillet 2024, qui a rendu le dispositif applicable. Alors, plusieurs conditions pour que ce versement d'avance soit possible. Il faut d'abord que l'accord collectif en prévoit la faculté. S'il n'y a rien de noté dans l'accord collectif, il n'y aura pas possibilité de verser des avances. Et le décret a aussi précisé ce que devait contenir cet accord collectif pour cette possibilité de verser des avances. Tout d'abord, l'accord doit préciser les modalités de recueil de l'accord du salarié
Et puis aussi l'impossibilité de débloquer le trop-perçu s'il a été affecté à un plan d'épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d'une retenue sur salaire en l'absence d'une telle affectation. Deuxième condition, il faut que le salarié ait donné son accord. Donc c'est un accord individuel qui est requis pour que l'entreprise verse une avance. Alors ce qui est précisé, c'est qu'en l'absence de stipulation dans l'accord, eh bien le délai pour que le salarié donne son accord à compter de son information, il se délai de 15 jours, à défaut de précision contraire dans l'accord. Et autre point logique, c'est que si bien sûr le salarié n'a pas donné d'accord express, l'entreprise ne pourra pas considérer qu'il a donné son accord pour l'avance et aucune avance ne pourra lui être versée. Nous avons une troisième règle qui est le fait qu'on ne peut verser qu'une seule avance par trimestre au maximum. Donc, ça veut dire quand même la possibilité de faire jusqu'à 4 avances par an, ce qui est déjà, je pense, pas mal en termes de souplesse pour les entreprises. Alors on me demande si on a la possibilité de vous transmettre les différents décrets. Alors, les décrets en fait sont disponibles sur Légifrance. Éventuellement, on pourra vous donner les références de ces décrets pour que vous puissiez les consulter sur Légifrance, mais ils sont de diffusion publique pour que vous ayez le détail des textes. On continue sur cette possibilité de verser des avances. Par quelle obligation ça se traduit aussi? Ça se traduit aussi par l'obligation de remise d'une fiche distincte du bulletin de paye lors du versement de l'avance. Alors, le décret a défini le contenu de cette fiche. En gros, il doit préciser le montant des droits et prélèvements sociaux, le traitement en cas de trop-perçu, les modalités d'affectation sur un plan d'épargne salariale et enfin la mention de l'accord du bénéficiaire. À noter aussi que la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique avec la réserve qu'il faut que ce soit dans des conditions de nature à garantir l'intégralité des données. Il ne faut pas que ce soit falsifiable. Ensuite, la modification du contenu, il y a aussi cette loi a aussi un impact sur la fiche distincte qui doit être remise lors du paiement du solde de la participation et de l'intéressement, puisqu'il y avait déjà une fiche qui devait être mise à cette occasion. Et là, bien sûr, compte tenu de ce nouveau système d'avance, elle a été aménagée. La loi a prévu que désormais, il faudra aussi mentionner le montant des sommes reçues au titre des avances et le montant des droits restant à percevoir ou à reverser à l'employeur. Autre question, vous parlez de mise en place par accord collectif, mais peut-on faire une décision unilatérale? Alors, pas à ma connaissance, le texte parle d'accord collectif, donc j'ai pas, a priori, on est obligé de procéder de cette manière-là. Alors, par rapport à cette faculté désormais de verser des avances, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le sujet. On passe maintenant à un autre aspect de la loi partage de la valeur, toujours sur le domaine de la participation, c'est la possibilité de faire un accord dérogatoire. Alors à ce sujet, je vous le disais, on a eu des précisions du ministère du Travail qui sont intervenues début juin 2024, et qui nous permettent de vous donner des informations complètes maintenant sur cette nouvelle possibilité. Donc, quel est le principe de cet accord dérogatoire? Alors, il y avait déjà des possibilités pour les entreprises de déroger à la formule légale du calcul de la participation. Mais là, la grande nouveauté, c'est qu'on peut déroger en prévoyant une formule de calcul moins favorable que la formule obligatoire. La formule de calcul dérogatoire, quelles sont ses caractéristiques? Alors, elle doit reposer sur uniquement des résultats financiers. On ne peut pas mettre d'autres critères comme on peut le faire en matière d'intéressement.
En second lieu, on l'a dit, on peut prévoir une formule moins favorable, mais on pourrait aussi aller au-delà de la formule légale. Et dans ce cas-là, on est quand même astreint au respect des plafonds légaux pour être exonéré de cotisation, puisqu'il y a des plafonds qui s'appliquent maximum pour le versement de cette participation. Et enfin, on a aussi pour les entreprises qui disposent déjà d'un accord de participation, mais elles ne peuvent pas le modifier pour mettre en place ce dispositif expérimental, sauf à dénoncer l'accord existant, et auquel cas il y aura des délais à respecter. Donc c'est pas mal contraignant pour passer à ce nouveau système. Dernière condition, c'est le délai de conclusion de l'accord, pour que, comme la formule maintenant n'est plus la formule légale, il y a un côté aléatoire qu'il faut respecter, et à cette fin, l'accord doit être conclu avant la fin du premier semestre du premier exercice d'application de l'accord, sinon il perdrait son caractère aléatoire. Voyons maintenant quelles sont les entreprises concernées par la possibilité de mettre en place cet accord dérogatoire. Alors, il s'agit en fait des entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation. Donc, au premier chef, bien sûr, les entreprises de moins de 50 salariés, puisqu'au-delà, il y a l'obligation de le faire. Mais on va trouver aussi des entreprises de 50 salariés et plus qui remplissent les conditions suivantes. Alors, on a tout d'abord celles qui bénéficient du moratoire de 5 ans en cas de franchissement du seuil d'effectif. Mais il y a aussi des moratoires spécifiques qui s'appliquent, alors notamment un moratoire spécifique de 3 ans quand l'entreprise qu'elle a franchi le seuil d'effectif et qu'elle est déjà couverte par un accord d'intéressement. Autre particularité, il y a un moratoire de 2 ans qui existe également aussi pour lorsque l'entreprise franchit le seuil d'effectif, lorsqu'elles sont créées directement avec un effectif de référence de 50 salariés et plus, hors contexte fusion d'entreprise. Et puis enfin, on va trouver dans les entreprises susceptibles de bénéficier de ce nouveau régime dérogatoire, de celles qui, tout en ayant 50 salariés et plus, n'ont pas un bénéfice net fiscal suffisant pour obtenir le déclenchement de la formule légale de participation. Donc on pourra avoir un accord de couverture, en fait, qui permettra de déclencher la participation selon une formule moins favorable que la formule légale. Mais attention, dans ce dernier cas, tant que l'entreprise ne dégage pas un bénéfice net fiscal permettant le déclenchement de la formule légale. C'est un dispositif expérimental sur 5 ans qui sera conclu. Alors, la première possibilité, ce sera au plus tôt au titre du premier exercice clos à compter du 30 novembre 2023. Et le dernier exercice sur lequel pourra s'appliquer ce dispositif ne peut pas se terminer au-delà du 29 novembre 2028. Donc, pour les entreprises qui sont intéressées par ce dispositif, il ne faut pas trop tarder à le mettre en place, puisque le délai est quand même limité pour l'expérimentation et effectivement, sa pérennisation dépendra beaucoup du succès, je pense, qu'il aura obtenu dans la mise en pratique. On poursuit sur la possibilité d'accord dérogatoire, sur les caractéristiques de cet accord dérogatoire. Quelles sont les conditions de mise en place? Alors, il y a 2 possibilités de mise en place. Une mise en place par accord collectif selon les modalités générales qui sont prévues pour les accords de participation. Là, je n'entre pas dans le détail sur ce. Il y a plusieurs modalités possibles. Soit c'est un accord avec les organisations syndicales, mais il y a aussi d'autres modalités alternatives qui vont jusqu'au référendum mis en place dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première modalité d'application. Il y a une deuxième possibilité, c'est la mise en place par adhésion à un accord de branche agréé. Alors, il faut savoir à cet égard que la loi a imposé aux branches, chacune des branches, de négocier, d'engager des négociations avant le 30 juin 2024 pour mettre en place des accords types de participation auxquels les entreprises pourraient agréer, pourraient adhérer en fait. À partir de là, dès lors qu'il existe ce type d'accord agréé, il y a 2 modes d'adhésion possibles. Alors, soit c'est via un accord collectif, encore une fois, selon, encore une fois, les modalités prévues pour les accords de participation, ou bien, formule plus originale, ce sera soit via une décision unilatérale de l'employeur, mais cette formule innovatrice, on va dire, est réservée uniquement
aux entreprises de moins de 50 salariés, celles qui ont plus de 50 salariés, qu'on a vu tout à l'heure, mais qui ne sont pas encore soumis à l'obligation de la participation, elles ne pourront pas en bénéficier de cette faculté d'adhérer par décision unilatérale de l'employeur. Elles devront passer par un accord, obligatoirement par un accord collectif, pour adhérer à cet accord de branche agréé. Voilà pour ce qui était de cette innovation importante quand même pour inciter les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place de la participation. On va enchaîner maintenant sur l'épargne salariale avec tout d'abord en matière de plan d'épargne d'entreprise des nouveaux cas de déblocage anticipé. Alors, vous savez que normalement, quand les sommes sont affectées sur un plan d'épargne salariale, mais ils sont bloqués pendant 5 ans. Pour que les salariés puissent ensuite bénéficier des exonérations d'impôt sur le revenu. S'ils débloquent de manière anticipée, normalement, ils ne peuvent pas bénéficier de ces exonérations, sauf s'ils sont dans un cas légitime de déblocage anticipé. Donc, on avait déjà, sur le plan légal, 9 cas de déblocage anticipé qui existaient en matière de plan d'épargne d'entreprise. Ça pouvait être des événements, notamment des événements de la vie familiale ou de la vie professionnelle. 3 nouveaux cas sont ajoutés par la loi partage de la valeur pour débloquer les sommes qui seront placées sur un plan d'épargne salariale. Il va s'agir tout d'abord des dépenses affectées à la rénovation énergétique des résidences principales, à l'activité, les dépenses concernant l'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou un partenaire pacsé. La situation de proche aidant, c'est quand vous êtes dans la situation d'aide d'une personne qui vous est proche et qui est affecté par une maladie grave. Et enfin, le dernier cas de déblocage anticipé, ça va être l'hypothèse de l'acquisition d'un véhicule dit propre, pour se conformer aux objectifs écologiques. Alors, quand on parle de véhicule, ça peut être une voiture, une moto, un vélo, voilà, dit propre, donc notamment tout ce qui est motorisation électrique. Autre point concernant l'épargne salariale, c'est l'augmentation du plafond des abondements. Alors, je rappelle, l'abondement, c'est lorsque l'entreprise fait un versement sur le plan d'épargne salariale. En général, cet abondement, il est toujours conditionné à un versement initial du salarié. L'abondement est un versement complémentaire en fait de l'entreprise à un versement fait par le salarié. Mais il y a une possibilité en fait de versement unilatéral par l'entreprise, sans qu'il y ait réciproquement l'obligation pour le salarié de verser une somme sur le plan d'épargne salariale. Cette possibilité est rendue possible en cas d'acquisition d'actions de l'entreprise. Et il faut savoir que dans ce domaine-là, le plafond spécifique des versements unilatéraux est porté de 2% du PAS, donc ça représentait en 2024 927,36 €. La limite passe donc à 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, voire 6 000 € dans certains cas. Autre limite qui est augmentée, c'est cette fois-ci le plafond global des abondements. Donc là, on va apprécier la limite non plus seulement par rapport aux versements unilatéraux, mais également en tenant compte des versements unilatéraux, mais aussi des contributions complémentaires de l'entreprise lorsque le salarié a lui-même versé une somme. Donc ce plafond, lui, il passe de 8% du plafond mensuel du plafond annuel de la sécurité sociale à 16%, bien sûr à condition qu'il soit composé en partie de versements unilatéraux. Donc retenez, il y a 2 limites applicables dans ce domaine. Une limite de 2% du plafond annuel sur les versements spécifiques versements unilatéraux et une limite globale de 16% en cas de versements unilatéraux, mais en tenant compte aussi des contributions complémentaires de l'entreprise au versement des salariés. Voilà pour l'épargne salariale. Et on clôture avec ce point-là notre point sur tout ce qui est mesure en faveur de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale de cette loi partage de la valeur. Je
vous propose maintenant d'enchaîner, d'entamer la troisième partie consacrée à cette loi partage de la valeur avec un volet partage des bénéfices. Donc là, on entre dans la partie innovation de la loi. Innovation qui va se traduire elle-même par trois mesures possibles en matière de partage des bénéfices. On va commencer tout d'abord par la situation de bénéfices pour ce qui concerne les bénéfices réguliers. La loi a introduit une obligation de partage de la valeur. Alors, voyons tout d'abord quelles sont les entreprises qui sont concernées par cette obligation. Il va s'agir plutôt de petites entreprises, des entreprises d'au moins 11 salariés et qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation au résultat. Donc, les entreprises, en gros, de moins de 50 salariés. Et puis, troisième condition, qui ont réalisé au moins 1% de bénéfices nets fiscal sur les 3 derniers exercices. Si elles se trouvent donc entre 11 et 50 salariés, qu'elles ont réalisé des bénéfices suffisants, eh bien, elles seront astreintes à cette obligation de partage de la valeur. Alors, on parle d'un effectif au minimum de 11 salariés. Comment s'effectue ce calcul du seuil d'effectif de 11 salariés? Là aussi, le décret du 5 juillet 2024 est venu apporter des précisions en disant qu'il fallait suivre les règles d'effectif sécurité sociale. Et là encore, exception à la loi Pacte qui prévoit un délai de 5 ans avant d'être astreint à la nouvelle obligation, eh bien là, il n'y a pas de délai de 5 ans. Dès lors que l'entreprise franchit le seuil d'effectif de 11 salariés sur un an en moyenne, dès l'année suivante, elle va être astreinte à l'obligation de partage de la valeur des bénéfices réguliers. À partir de quand va s'appliquer cette nouvelle obligation? Alors concrètement, c'est à compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025, en tenant compte des bénéfices réalisés au cours des 3 exercices précédents, puisqu'on l'a dit, il faut avoir réalisé au moins 1% de bénéfices au cours des 3 exercices précédents. Il s'agit aussi d'une expérimentation obligatoire, mais quand même une expérimentation. Elle est prévue pour 5 ans à partir de la promulgation de la loi, et donc la date limite, c'est jusqu'au 29 novembre 2028. Deuxième, quelles sont les possibilités pour les entreprises d'accomplir cette obligation de partage de la valeur? Comment fait-on une fois qu'on remplit les conditions? Il y a 3 modalités qui sont prévues par la loi. Soit pour les entreprises se doter d'un régime d'intéressement ou de participation si elles n'en avaient pas, s'ils remplissent déjà la condition, elles ne seront pas astreintes à cette obligation. Soit abonder un plan d'épargne salariale, soit verser une prime de partage de la valeur. Donc voilà, mesure qui vise à développer le partage des bénéfices dans les entreprises entre 11 et 50 salariés. Donc ça, ça concernait les bénéfices réguliers. On va parler maintenant des bénéfices exceptionnels avec une nouvelle obligation introduite par la loi partage de la valeur, c'est l'obligation de négociation du partage de la valeur. Alors, vous voyez la subtilité entre bénéfices réguliers où là, il y a une obligation de partage de la valeur et en matière de bénéfices exceptionnels, on est sur l'obligation de négociation du partage de la valeur. Vous savez que ça fait un peu suite aussi à toute la polémique qu'il y a pu y avoir pendant la période de forte inflation sur les bénéfices importants qui ont été faits par certaines entreprises. Et donc, la loi a voulu répondre éteindre un peu cette polémique en mettant en place ce dispositif de partage du bénéfice exceptionnel. On va donc voir quelles sont les caractéristiques de cette obligation. Alors, tout d'abord, quelles sont les entreprises concernées? Il va falloir que ce soit des entreprises à la fois pourvues d'un délégué, au moins un délégué syndical, et qu'elles soient soumises à l'obligation de la participation au résultat. Donc voilà, donc en gros, les entreprises de 50 salariés et plus. Toutefois, on a des entreprises qui ne sont pas concernées, même si elles remplissent les 2 conditions vues ci-dessus. Ce sont tout d'abord celles qui sont dispensées temporairement de l'obligation de mise en place de la participation au résultat, notamment quand il y a le franchissement du seuil d'effectif avec l'application des 5 ans de moratoire prévu par la loi Pacte. Ensuite, sont dispensées aussi les entreprises qui ont un accord de participation reposant sur une formule de calcul dérogatoire plus favorable que la formule de calcul légale.
Et enfin, celle qui aurait déjà défini des règles de partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel. Comment, à partir de quel moment doit s'engager cette négociation? Puisqu'on l'a dit, hein, c'est l'obligation, ce n'est pas une obligation forcément de résultat, mais c'est une obligation de négociation. Donc, le moment, c'est pour les entreprises qui n'ont pas encore d'accord de participation ou d'intéressement parce qu'elles viennent de franchir le seuil de 50 salariés, eh bien, ce sera en même temps que la négociation de cet accord de participation ou d'intéressement. Pour les entreprises qui sont déjà pourvues d'un accord de participation ou d'intéressement, là, la loi prévoyait un délai spécifique qui était le fait de devoir engager cette négociation avant le 30 juin 2024. Donc, pour celles qui ne l'auraient pas encore fait, il y a urgence à se mettre en conformité sur ce point. Sur quoi la négociation devra porter pour cette notion de bénéfice exceptionnel? Eh bien, tout d'abord, il faut s'entendre avec entre représentants des employeurs et représentants des salariés sur ce qu'on entend par une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Donc, c'est quelque chose qui va être défini au sein de l'entreprise. Et puis, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'est un bénéfice exceptionnel, eh bien, on va définir les modalités du partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel. La loi propose soit via l'attribution d'un supplément de participation ou d'intéressement, ou bien la loi dit si il y a réalisation d'un bénéfice exceptionnel, l'accord initial devra prévoir le renvoi à une négociation ultérieure en cas de réalisation de ce bénéfice exceptionnel. Donc, c'est une négociation pour une future négociation si jamais il y a réalisation de ce bénéfice exceptionnel. Voilà pour le deuxième point concernant le bénéfice, le partage de la valeur sur le bénéfice exceptionnel. Et pour conclure, on termine par un troisième dispositif mis en place par la loi partage de la valeur, c'est le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Alors là, contrairement aux deux autres dispositifs qu'on a vus, c'est facultatif, il n'y a pas d'obligation pour les entreprises de le mettre en place, hein, c'est ouvert à toutes les entreprises, mais ça n'est pas obligatoire. Comment se peut se traduire ce plan de partage de la valorisation de l'entreprise? Eh bien, c'est traduit par la possibilité de verser une prime lorsque la valeur de l'entreprise augmente sur une période de 3 ans. Alors, il y a quand même des règles qui sont fixées. Le montant est plafonné par salarié au titre d'un même exercice à 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. On a une exonération pour la prime qui serait versée dans ce cadre-là, mais attention, pour l'instant, uniquement de 2026 à 2028. Ce sera une prime qui sera exonérée de cotisations salariales, hors CSG et CRDS, et de cotisations patronales, hormis une contribution patronale de 20%, qui est une contribution spécifique qui sera mise en place dans ce qu'il y aura versement de cette prime. Enfin, il y aura possibilité aussi d'exonération d'impôt sur le revenu de la prime si le salarié la place sur un plan d'épargne salariale. Dernier point concernant le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, il faut que ce plan soit mis en place par accord collectif. Alors, sur la base d'un rapport spécial établi par un commissaire aux comptes, puisqu'il s'agit de dégager objectivement comment est déterminé, comment est appréciée cette augmentation de la valorisation de l'entreprise. Cet accord devra être déposé auprès de l'administration et il sera contrôlé par l'URSSAF selon les mêmes modalités que lorsqu'on dépose un accord d'intéressement. Et enfin, il devra faire l'objet d'une obligation d'information du salarié sur les modalités de calcul via une fiche distincte du bulletin de paye. Voilà pour l'ensemble des points évoqués lors de ce webinaire. Je vais tenter maintenant de répondre à quelques questions. Je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions posées, soit parce qu'il manquera de temps, soit parce que je n'ai pas forcément la réponse immédiatement à vos questions. J'en prendrai note et on pourra ensuite y répondre ultérieurement. Alors, je vais remonter dans le sens des questions et voir celle laquelle je peux répondre. Il y a beaucoup de questions techniques, effectivement, où là, ça va déborder le cadre du présent webinaire. Je ne pourrais pas y répondre dans ce cadre. Alors, on me demande notamment s'il faut, pour le bénéfice
les bénéfices réguliers, s'il faut que, par rapport à la condition de bénéfices depuis 3 ans au moins pour que l'obligation soit applicable, on me demande si ça s'applique. Alors, qu'en est-il pour une entreprise qui existe au moins qui existerait depuis moins de 3 ans? Donc, effectivement, si on se réfère à l'esprit du texte, effectivement, les entreprises qui viennent juste de se créer, il faudra qu'elles attendent 3 ans pour qu'elles soient astreintes à cette obligation. On demande des précisions sur à quelle date devra avoir lieu le versement effectif, alors je suppose du partage de la valeur en cas de bénéfice régulier. Là, je suis désolé, je n'ai pas la précision sur ce sujet. Autre question, pour les entreprises de 11 à 50 salariés, si l'entreprise met en place une prime PPV, y a-t-il une obligation de mettre en place un accord de participation intéressement? Je crois que je l'ai précisé au cours du webinaire. Donc, c'était sur savoir si l'entreprise met en place une prime PPV. Dans le cas du bénéfice régulier, oui, je l'ai précisé. Donc là, effectivement, s'il y a versement d'une prime de partage de la valeur dans le cadre du bénéfice régulier, il n'y aura pas d'obligation de verser l'entreprise sera réputée avoir accompli son obligation. Alors, de combien est le plafond du bénéfice net fiscal pour la mise en place d'un accord? Donc, on a parlé pour les bénéfices, je suppose que c'est pour les bénéfices réguliers. On parlait donc qu'il fallait avoir réalisé au moins 1% de bénéfice net fiscal sur les 3 derniers exercices. Alors, nous avons une autre question. Bonjour, nous sommes bien d'accord que la mise en place d'un accord de participation intéressement est obligatoire pour une entreprise de plus de 50 salariés, mais de combien sera le pourcentage de CA à reverser aux salariés pour la répartition de la valeur? Il n'y a pas de contrainte pour la répartition de la valeur dans le cadre du partage des bénéfices. À ma connaissance, il n'y a pas d'obligation. Ce sera défini par l'entreprise. À ma connaissance, il n'y a pas de minimum à verser. Il faut soit se doter d'un régime d'intéressement ou de participation, soit abonder un plan d'épargne, soit verser une prime de partage de la valeur. Je remonte le fil des questions pour voir si je peux répondre aux différentes questions. Alors, on me demande dans quel cas il est possible de verser le maximum de PPV de 6 000 €. Alors, ça concerne en particulier, il y a 2 cas qui me viennent, les entreprises qui mettent en place un accord de participation alors qu'elles comptent moins de 50 salariés, ou celles qui mettent en place, par exemple, volontairement un accord d'intéressement. Ensuite, je regarde ce que j'ai comme précision à vous donner. Non, je n'ai pas d'autres précisions complémentaires sur ce sujet. Je vais continuer à parcourir les questions. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de faire une avance sur intéressement sans plan d'épargne salariale? Oui, pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité dans ce domaine-là. Hein. La loi prévoit la possibilité de verser des avances sur la participation et l'intéressement, et ce n'est pas conditionné, effectivement, en matière d'intéressement, en tout cas, à l'existence d'un plan d'épargne salariale. Je continue à remonter le fil des questions. Alors, pour la PPV, quel est le régime fiscal et social pour les entreprises de plus de 250 salariés? Quels sont les collaborateurs concernés? Quid de ceux ayant de plus de 3 fois le SMIC? Là, pour les entreprises qui comportent dans le domaine du partage de la valeur, je remonte le fil du webinaire dans ce domaine-là. On va reprendre les règles. Donc, sur la prime de partage de la valeur, on l'a dit, ça ne va concerner en fait que les entreprises de moins de 50 salariés, le régime renforcé d'exonération. Donc, pour celles qui ont plus de 250 salariés, on est sur l'exonération de droit commun avec une exonération sur les cotisations de sécurité sociale,
chômage, retraite complémentaire, effort de construction et CUFPA. Par contre, celles qui ont plus de 250 salariés dans ce domaine-là devront payer le forfait social de 20%. Et ce sera dans les limites de global de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile. Et là, il n'y a pas de question d'appréciation par rapport à la rémunération des salariés, le niveau de rémunération des salariés. Tous les salariés en bénéficient selon les critères de modulation mis en place pour cette définis dans l'entreprise pour cette prime de partage de la valeur. La condition de niveau de rémunération, telle que je l'ai précisé dans ce webinaire, elle concerne le régime renforcé d'exonération, donc concerne uniquement les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, je continue à remonter le fil des questions. Juste le temps que je parcours. Alors, je pense que j'ai parcouru pas mal de questions. Il y a certaines questions, effectivement, pour lesquelles il y a des questions très, très précises. Et là, malheureusement, dans le cadre de ce webinaire, je n'ai pas les précisions. Voilà, je pense que j'ai répondu à la majeure partie des questions pour ce webinaire. Donc, ce que je vous propose, donc, je vérifie une dernière fois si je n'ai pas des nouvelles questions qui se sont rajoutées. On me demande pour les bénéfices exceptionnels. Si je comprends bien, cela correspond à des bénéfices variables selon l'entreprise qu'il faut ajouter dans l'accord pour le plan de valorisation des salariés. Alors non, pas tout à fait, puisque le plan de valorisation, le partage du plan de valorisation, ça c'est un dispositif facultatif. Donc c'est quelque chose qui concerne une augmentation de la valeur de l'entreprise selon des critères qui sont pas forcément liés aux bénéfices. Là, quand vous parlez de bénéfices exceptionnels, c'est une autre, c'est le deuxième dispositif dont je parlais. C'est le partage obligatoire, cette fois-ci, en cas de bénéfices exceptionnels. Et donc là, pour que l'entreprise soit soumise à cette obligation, on va revenir sur les slides concernant ce point-là, pour que vous puissiez à nouveau les visualiser. Donc, on est sur les bénéfices exceptionnels. Donc, ça va concerner en fait les entreprises d'au moins 50 salariés, les concernant. Et sur la question du bénéfice variable, en fait, il faudra que ce soit déterminé au sein de l'entreprise qu'il faut entendre par bénéfice exceptionnel, par distinction avec un bénéfice normal, on va dire. Donc, c'est quelque chose qui doit être négocié dans le cadre de cette nouvelle obligation de négociation de partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel. Voilà pour ce point-là. Je regarde encore si je peux répondre à encore une autre question. Pour les entreprises de moins de 50 salariés et non tenues de mettre en place la participation au résultat, ayant réalisé au moins 1%, comment connaître le montant à reverser? Donc là, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle obligation. Il n'y a pas forcément de montant déterminé par la loi. C'est quelque chose qui doit être prévu, en fait, dans le cadre de la mise en place des différents dispositifs, donc soit dans le cadre de la négociation collective, par le fait qu'on conclut un accord d'intéressement ou de participation, ou bien ça peut être une mesure aussi unilatérale, puisque dans ce domaine-là, ça peut se traduire aussi par le versement d'une prime de partage de la valeur. Donc, il n'y a pas forcément de seuil minimum dans ce domaine-là, en fait. Voilà, effectivement, il faut quand même qu'il y ait une somme minimum qui soit versée, qui ne soit pas dérisoire pour respecter, je dirais, l'esprit du texte, mais il n'y a pas vraiment de minimum prédéterminé, tout dépendra ensuite de si les salariés savent qu'il y a une telle obligation, de l'acceptation sociale de ce qui est déterminé par l'entreprise au regard des bénéfices qu'elle a réalisés. Voilà pour les questions auxquelles je pouvais répondre dans l'immédiat.
Bien donc, je vous propose de clôturer ce webinaire en espérant qu'il vous a éclairé sur les nombreuses nouveautés de cette loi partage de la valeur qui, comme je l'ai dit en introduction, est désormais pleinement opérationnelle compte tenu des apports des décrets qui sont intervenus au tout début de l'été. Je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi et je vous dis au plaisir pour un prochain webinaire. Au revoir.